Sous la pluie battante, je courais dans les ruelles pavées d'Avignon, mon cœur cognant comme un tambour déchaîné. La voix d'Étienne, tremblante au téléphone, m'avait supplié de venir, sans explication, juste un Camille, j'ai besoin de toi, maintenant. Et moi, comme toujours, j'avais tout lâché pour lui, mon meilleur ami, celui qui connaissait mes silences mieux que quiconque. Arrivé devant la vieille maison de pierre où il vivait avec son oncle, je frappai à la porte, essoufflé, trempé, mais prêt à tout pour lui. Étienne ouvrit, ses yeux noirs agrandis par une peur que je ne lui avais jamais vue. « Camille, entre vite, » murmura-t-il, jetant un regard nerveux derrière lui. La maison sentait le bois ancien et une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret. Étienne, 26 ans, était un rêveur, un artiste qui peignait des toiles éclatantes mais gardait ses blessures enfouies. Nous nous étions rencontrés à l'université d'Aix-en-Provence, liés par notre amour des poèmes de Rimbaud et notre difficulté à trouver notre place dans un monde qui semblait toujours nous juger. Moi, Camille, 24 ans, j'étais la fille d'un boulanger, têtu, passionné et peut-être trop loyal. Étienne était mon refuge et j'étais le sien. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, posant ma main sur son bras. Il tremblait. Avant qu'il ne puisse répondre, une ombre s'étira dans l'escalier. Antoine, l'oncle d'Étienne, descendit lentement, un sourire étrange sur son visage buriné. À 45 ans, il avait l'allure d'un homme qui avait vu trop de choses, ses cheveux poivres et celle encadrant des yeux perçants. « Camille, quelle surprise !» dit-il d'une voix mielleuse. « Étienne ne m'avait pas dit que tu viendrais. » Je sentis un frisson, pas seulement à cause de mes vêtements mouillés. Antoine avait toujours été distant, mais ce soir, son regard pesait sur moi comme une menace. Étienne me tira dans sa chambre à l'étage, refermant la porte derrière nous. « Il veut quelque chose de moi, » chuchota-t-il, sa voix brisée. « Quelque chose que je ne peux pas lui donner. » Il me raconta tout, les dettes de son oncle, un homme autrefois prospère, ruiné par des investissements hasardeux. Antoine avait trouvé un moyen de s'en sortir, mais il impliquait Étienne d'une manière qui le terrifiait. « Il veut que je séduise quelqu'un, » murmura-t-il, les joues rouges de honte. « Un riche collectionneur, un homme. Il dit que c'est pour sauver la maison, mais je sais qu'il ment. » Mon sang bouillonna. Étienne, si fragile, si pur, utilisé comme un pion? Je pris sa main, jurant de le protéger. Mais au fond de moi, une question brûlait. Jusqu'où Antoine était-il prêt à aller? Et pourquoi son regard sur moi semblait-il cacher autre chose? Le lendemain matin, la maison était silencieuse, mais l'atmosphère restait lourde. Antoine nous invita à déjeuner dans la salle à manger, une pièce ornée de tableaux anciens et de souvenirs d'une époque révolue. Il parlait avec aisance, racontant des anecdotes sur ses voyages, mais ses yeux ne quittaient jamais Étienne. Puis, il se tourna vers moi. « Camille, tu es une fille intelligente. Tu comprends la valeur de la famille, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, méfiante. Il continua, son ton devenant plus grave. « Étienne a une chance unique de nous sortir de ce pétrin. Un homme comme Monsieur Lefebvre, un collectionneur influent, pourrait tout changer. Il suffit d'un peu de persuasion. » Le mot flottait dans l'air comme une menace voilée. Étienne baissa les yeux, ses mains serrant sa serviette. Je compris alors que ce n'était pas seulement une question d'argent. Antoine voulait contrôler Étienne, briser son esprit, peut-être même sa dignité. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que j'avais vu quelque chose dans les yeux d'Étienne la veille. Une lueur de résistance, une étincelle que je ne laisserais pas s'éteindre. Ce soir-là, je décidai de rester. Étienne avait besoin de moi, et je n'allais pas le laisser affronter son oncle seul. Mais alors que je m'installais dans la chambre d'amis, un bruit dans le couloir me fit sursauter. La porte grinça, et Antoine apparut, un dossier à la main. « Camille, » dit-il doucement, « j'ai une proposition pour toi aussi. » Mon cœur s'arrêta. Ces mots résonnaient comme une promesse empoisonnée, et je compris que cette nuit chez mon ami allait me plonger dans un jeu bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Le dossier qu'Antoine tenait semblait peser une tonne dans ses mains. Il s'assit sur le bord du lit, son regard scrutant mon visage comme s'il cherchait une faiblesse. « Camille, tu es loyale envers Étienne, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, presque paternelle, mais elle me donnait la chair de poule. « Qu'est-ce que vous voulez ?
demandai-je, me redressant, prêt à me défendre s'il le fallait. Antoine ouvrit le dossier, révélant des photos, des lettres, et ce qui ressemblait à des contrats. « Monsieur Lefebvre, dit-il, est un homme puissant, mais il a des goûts particuliers. Étienne pourrait l'approcher, mais toi, Camille, tu pourrais être la clé. » Je sentis une vague de colère monter en moi. « Vous voulez que je joue un rôle dans vos manigances ?» Ma voix tremblait, mais je refusais de lui montrer ma peur. Antoine sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Pas un rôle, Camille. Une opportunité. Tu es charismatique, intelligente. Lefebvre t'appréciera. » Je compris alors l'ampleur de son plan. Antoine ne se contentait pas de manipuler Étienne. Il voulait m'entraîner dans son jeu tordu, nous utiliser tous les deux pour ses propres fins. « Et si je refuse ?» demandai-je, croisant les bras. Son sourire s'effaça. « Ce serait dommage. Pour Étienne. Et pour toi. » La menace était claire, mais je ne cédais pas. Je passais la nuit à réfléchir, tournant et retournant dans ma tête les moyens de protéger Étienne. Au petit matin, je le trouvai dans la cuisine, préparant du café, les traits tirés. « Camille, murmura-t-il, je ne peux pas faire ce qu'il veut. Mais s'il perd la maison, c'est tout ce qui me reste de ma mère. » Sa voix se brisa, et mon cœur avec elle. Étienne avait perdu sa mère à 15 ans, et cette maison était son dernier lien avec elle. Antoine le savait, et il s'en servait comme d'une arme. « On va trouver une solution, » lui promis-je, bien que je n'ai aucune idée de comment. Ce jour-là, Antoine nous emmena à une exposition d'art à Avignon, où M. Lefebvre devait apparaître. La galerie était bondée, les murs couverts de toiles modernes aux couleurs éclatantes. Étienne, mal à l'aise dans son costume trop grand, regardait ses pieds, tandis qu'Antoine rayonnait, jouant les hôtes parfaits. Puis, Lefebvre arriva, un homme d'une 50aine d'années, élégant, avec une assurance qui emplissait la pièce. Ses yeux se posèrent sur Étienne, puis sur moi, et je sentis un frisson glacé. Antoine nous présenta, son ton mielleux masquant à peine ses intentions. « Voici mon neveu, Étienne, un artiste prometteur, et son amie Camille, une jeune femme pleine de ressources. » Lefebvre me serra la main un peu trop longtemps, son regard me mettant mal à l'aise. Étienne, à côté de moi, serrait les poings. Pendant le dîner qui suivit, Lefebvre parla d'art, de pouvoir et de connexions utiles. Chaque mot semblait calculé, chaque sourire une transaction. Étienne, silencieux, triturait son assiette. Je sentais son désespoir, mais aussi sa force. Il n'était pas prêt à se plier, pas encore. En rentrant, je pris Étienne à part. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je. « Antoine te manipule, et maintenant il veut m'impliquer. On doit trouver un moyen de le contrer. » Étienne me regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Camille, je ne veux pas que tu sois blessée à cause de moi. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Étienne n'était pas seulement mon ami, il était ma famille, mon ancre. Et dans ce moment, je compris que mes sentiments pour lui allaient peut-être au-delà de l'amitié. Mais avant que je puisse le dire, un bruit nous interrompit. Antoine, dans l'embrasure de la porte, nous observait. « Vous parlez de moi ?» demanda-t-il, un éclat dangereux dans les yeux. La tension monta d'un cran, et je sus que le véritable combat ne faisait que commencer. Le silence qui suivit les mots d'Antoine était suffocant. Étienne baissa les yeux, mais je soutins le regard de son oncle, refusant de me laisser intimider. On parlait de liberté, lançai-je, ma voix plus ferme que je ne l'étais réellement. Celle que vous semblez vouloir voler à Étienne. Antoine haussa un sourcil, amusé, mais ses lèvres se pincèrent. La liberté a un prix, Camille. Tu es jeune, tu ne comprends pas encore. Il tourna les talons, nous laissant dans l'obscurité du couloir. Étienne me prit la main, ses doigts tremblants. « Merci, » murmura-t-il. Mais il ne va pas lâcher. Les jours suivants furent un jeu de nerfs. Antoine alternait entre une amabilité exagérée et des remarques cinglantes, nous tenant tous les deux sous pression. Il organisait des rencontres avec Lefebvre, prétextant des discussions sur l'art, mais chaque rendez-vous semblait resserrer l'étau autour d'Étienne. Je voyais mon ami s'éteindre peu à peu, son éclat remplacé par une résignation qui me brisait le cœur. Un après-midi, alors qu'Antoine était sorti, je fouillai son bureau,
désespéré de trouver quelque chose pour le contrer. Sous une pile de factures, je découvris des lettres, des échanges entre Antoine et Lefebvre. Il ne parlait pas seulement d'argent ou d'art. Il y avait des allusions à un arrangement plus sombre, impliquant Étienne et peut-être même moi. Mon estomac se noua. Antoine n'était pas seulement un opportuniste. Il était prêt à tout, même à vendre la dignité de son neveu. Je montrai les lettres à Étienne. Il les lut en silence, son visage blême. Il m'a toujours dit que je lui devais tout, murmura-t-il. Que sans lui, je serais à la rue. Mais ça, il s'interrompit, les larmes aux yeux. Je l'enlaçai, sentant son corps frêle contre le mien. On va s'en sortir, promis-je, bien que je ne sache pas comment. Ce soir-là, je proposai un plan, confronter Lefebvre directement, lui dire que nous savions tout. Étienne hésita, terrifié à l'idée d'affronter un homme aussi puissant. Mais je voyais dans ses yeux qu'il voulait se battre, qu'il voulait reprendre le contrôle de sa vie. Nous décidâmes d'agir lors de la prochaine exposition, une grande soirée où Lefebvre serait entouré d'autres collectionneurs. La nuit de l'événement, la galerie brillait de mille feux. Étienne, dans une chemise blanche impeccable, semblait presque irréel sous les lumières. Je portais une robe rouge, celle que ma mère m'avait offerte pour mes 20 ans, comme un talisman de courage. Antoine nous observait de loin, un verre de vin à la main, ignorant que nous avions un plan. Quand Lefebvre s'approcha, je pris la parole avant qu'Antoine ne puisse intervenir. « Monsieur Lefebvre, dis-je, ma voix claire, nous savons ce que vous et Antoine planifiez. Étienne n'est pas à vendre, et moi non plus. » Un silence choqué s'abattit sur le petit groupe autour de nous. Lefebvre plissa les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, Étienne prit la parole, sa voix tremblante mais résolue. « Je suis un artiste, pas une marchandise. » Le visage d'Antoine devint livide. Il tenta de rire, de minimiser, mais la foule murmurait, et Lefebvre s'éloigna, visiblement agacé. Nous avions marqué un point, mais je savais que la guerre était loin d'être finie. En rentrant, Antoine ne dit pas un mot, mais son silence était plus effrayant que n'importe quelle menace. Le lendemain, la maison semblait étouffée sous une tension invisible. Antoine nous évitait, mais ses regards furtifs étaient des lames. Étienne, lui, oscillait entre espoir et peur. « On l'a humilié hier, » murmura-t-il, tandis que nous nous promenions dans le jardin, loin des oreilles indiscrètes. « Il ne va pas laisser passer ça. » Je hochai la tête, cherchant une solution. « On pourrait partir, » suggérai-je. « Quitter Avignon, trouver un endroit où il ne nous suivra pas, » mais Étienne secoua la tête. « Cette maison, c'est tout ce que j'ai de ma mère. Je ne peux pas l'abandonner. » Sa détermination me toucha, mais elle compliquait tout. Nous devions trouver un moyen de neutraliser Antoine sans perdre ce qui comptait pour Étienne. Ce soir-là, je proposai une nouvelle stratégie, rassembler des preuves contre Antoine, assez pour le forcer à reculer. Étienne connaissait un avocat, un vieil ami de sa mère, qui pourrait nous aider. Mais pour cela, il fallait fouiller plus loin, au risque de nous mettre en danger. Dans la nuit, pendant qu'Antoine dormait, nous nous glissâmes dans son bureau. Les tiroirs étaient verrouillés, mais Étienne trouva une clé cachée sous un tapis. À l'intérieur, nous découvrîmes des documents accablants, des contrats douteux, des dettes non déclarées, et même des échanges suggérant qu'Antoine avait déjà manipulé d'autres jeunes artistes avant Étienne. Chaque mot que je lisais renforçait ma colère, mais aussi ma peur. Cet homme était plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Soudain, un craquement dans l'escalier nous figea. Étienne me saisit le bras, et nous nous cachâmes derrière un rideau. Antoine entra, une lampe de poche à la main. Il fouilla son bureau, marmonnant des jurons. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. Quand il quitta enfin la pièce, nous échangeâmes un regard, conscients que nous venions d'échapper à une catastrophe. Le lendemain, nous contactâmes l'avocat, Maître Dubois. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et une voix rassurante. Il nous écouta attentivement, étudiant les documents que nous avions photographiés. « Ce que vous avez là est sérieux, » dit-il. « Mais il faut être prudent. Antoine a des relations. » Il nous conseilla de rassembler plus de preuves, peut-être même d'enregistrer Antoine s'il faisait des menaces explicites. L'idée me terrifiait, mais Étienne, pour la première fois, semblait prêt à aller jusqu'au bout. « Je veux être libre, » me dit-il,
ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Et je veux que tu sois libre avec moi. » Ces mots firent battre mon cœur plus fort. Depuis des années, j'avais enfoui mes sentiments pour Étienne, craignant de briser notre amitié. Mais là, dans l'ombre de cette maison oppressante, je sentais que quelque chose changeait entre nous. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je crus voir dans ses yeux le même trouble que dans les miens. Mais avant que nous puissions parler, Antoine frappa à la porte de la chambre. « Camille, Étienne, descendez. Nous devons discuter. » Sa voix était calme, trop calme. Nous échangeâmes un regard, sachant que ce moment marquerait un tournant. Le jeu d'Antoine entrait dans une nouvelle phase, et nous devions être prêts. Antoine nous attendait dans le salon, assis dans un fauteuil, un verre de cognac à la main. La lumière tamisée jetait des ombres sur son visage, le rendant presque irréel, comme un personnage de roman noir. « Asseyez-vous, dit-il, son ton étrangement neutre. » Nous obéîmes, Étienne à ma gauche, ses doigts frôlant les miens sous la table. « J'ai réfléchi, » commença Antoine, posant son verre avec une lenteur calculée. « Vous pensez que vous pouvez me défier, mais vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Cette maison, cette famille, c'est tout ce que j'ai. » Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur Étienne. « Et toi, tu es ma dernière chance de tout sauver. » Étienne serra ma main plus fort. « Je ne suis pas ton pion, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Antoine éclata de rire, un son sec et amer. « Oh, Étienne, tu es si naïf. Et toi, Camille, tu crois pouvoir le protéger? Vous êtes tous les deux dans un jeu qui vous dépasse. » Il se leva, nous dominant de toute sa hauteur. « Lefebvre m'a fait une nouvelle offre. Il veut organiser une exposition privée, ici, dans cette maison. Et il veut que vous y soyez tous les deux, pour, disons, divertir ses invités. » Le mot « divertir » me donna la nausée. Je compris qu'Antoine ne reculait pas, il doublait la mise. « Et si nous refusons ?» demandai-je, défiant son regard. Antoine sourit, un sourire froid. « Alors, je vends la maison. Et Étienne n'aura plus rien. » Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de poignard. Il baissa la tête, ses épaules s'affaissant. Je sentis une rage sourde monter en moi. Antoine jouait sur les émotions d'Étienne, sur son lien avec sa mère, et je refusais de le laisser gagner. Nous passâmes la nuit à élaborer un plan. Maître Dubois nous avait donné une idée, enregistrer Antoine pour obtenir des preuves irréfutables de ses intentions. Mais pour cela, nous devions le pousser à parler, à révéler son vrai visage. Étienne, bien que terrifié, accepta de jouer le jeu. « Je vais lui faire croire que je cède, » dit-il, ses yeux brillants de larmes. « Mais seulement si tu es là avec moi. » Le lendemain, nous annonçâmes à Antoine que nous participerions à l'exposition. Son visage s'illumina, mais je vis une lueur de méfiance dans ses yeux. Il ne nous faisait pas confiance, et c'était réciproque. La soirée arriva rapidement, la maison transformée en une galerie improvisée, remplie de toiles d'Étienne et de quelques pièces prêtées par Lefebvre. Les invités, des hommes et des femmes riches, déambulaient, un verre de champagne à la main, leur rire masquant la tension qui nous étouffait. Lefebvre s'approcha de nous, son sourire trop parfait. « Étienne, tes œuvres sont captivantes, » dit-il, posant une main sur son épaule. Étienne tressaillit, mais joua son rôle, lui offrant un sourire crispé. Je restai près de lui, mon téléphone enregistrant discrètement chaque mot. À un moment, Antoine nous entraîna dans une pièce à l'écart, loin des invités. « Vous faites du bon travail, » dit-il, mais sa voix avait une pointe d'agacement. « Ne gâchez pas tout maintenant. » Je saisis l'opportunité. « Et si nous décidions de tout arrêter ?» demandai-je, provocante. Antoine s'approcha, son souffle chaud sur mon visage. « Vous n'avez pas le choix, Camille. Vous jouez ou vous perdez tout. » Ces mots, enregistrés, étaient exactement ce dont nous avions besoin. Mais avant que nous puissions nous éloigner, Lefebvre entra, son regard passant d'Antoine à nous. « Un problème ?» demanda-t-il, sa voix douce mais menaçante. La pièce sembla rétrécir, et je compris que nous étions à un point de non-retour. La voix de Lefebvre, douce comme du velours, cachait une menace que je sentais jusque dans mes os. Étienne, à mes côtés, respirait à peine, ses doigts serrant les miens sous la table. « Aucun problème, »
répondit Antoine, son sourire forcé. Mais ses yeux lançaient des éclairs, et je compris qu'il savait que nous jouions un jeu dangereux. Je gardai mon téléphone allumé, espérant capturer chaque mot compromettant. « Monsieur Lefebvre, dis-je, forçant ma voix à rester calme, nous voulons juste être clairs sur ce que vous attendez de nous. » Il haussa un sourcil, amusé. De la compagnie, Camille. Rien de plus pour l'instant. Le sous-entendu me donna la nausée, mais je tins bon. Étienne, lui, semblait sur le point de craquer. Je sentis sa main trembler, et je compris qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. « Nous ne sommes pas à vendre, » déclarai-je, regardant tour à tour Lefebvre et Antoine. Ni Étienne, ni moi. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Antoine s'avança, furieux. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, Camille, » siffla-t-il. « Tu vas tout détruire. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Étienne se leva, sa voix claire et forte pour la première fois. « Non, c'est toi qui as tout détruit. Cette maison, c'était celle de ma mère, pas ton jouet. » Lefebvre éclata de rire, un son qui me glaça le sang. « Vous êtes adorables, tous les deux, » dit-il. « Mais vous n'avez aucune idée de ce contre quoi vous vous battez. » Il fit un signe à Antoine, qui sembla hésiter, puis hocha la tête. Ils quittèrent la pièce, nous laissant seuls, mais je savais que ce n'était pas fini. Nous courûmes chez Maître Dubois le lendemain matin, lui remettant l'enregistrement. Il écouta, le visage grave. « C'est suffisant pour une plainte, » dit-il. « Mais Antoine a des alliés. Vous devez être prêt à tout. » Étienne hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue. « Je veux récupérer ma vie, » dit-il. « Et je veux que Camille soit en sécurité. » Ces mots, simples mais sincères, firent battre mon cœur plus fort. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je pris sa main. « Étienne, » murmurai-je, « peu importe ce qui arrive, je suis avec toi. » Il me regarda, ses yeux noirs pleins d'émotion. « Camille, je crois que je t'aime. » Les mots, si longtemps retenus, explosèrent entre nous comme une révélation. Mais notre moment fut interrompu par un appel d'Antoine. « Revenez à la maison, » dit-il, sa voix étrangement calme. « Nous devons parler. » Étienne et moi échangeâmes un regard, sachant que ce rendez-vous serait décisif. Nous avions les preuves, l'avocat et notre détermination. Mais Antoine n'était pas homme à abandonner facilement. En arrivant, nous trouvâmes la maison plongée dans l'obscurité. Antoine nous attendait dans le salon, un dossier à la main. « Vous pensez que vous avez gagné, » dit-il, un sourire amer aux lèvres. « Mais vous n'avez pas encore vu mon dernier atout. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos de nous, prises à notre insu, dans des moments intimes. Mon cœur s'arrêta. Il savait pour nous, et il était prêt à utiliser notre amour contre nous. Les photos qu'Antoine brandissait étaient comme un coup de poignard. Elles nous montraient, Étienne et moi, dans le jardin, nos mains enlacées, nos regards complices. « Vous pensiez que je ne voyais rien, » dit-il, sa voix dégoulinante de mépris. « Vous êtes si prévisible. » Étienne blêmit, mais je sentis une colère brûlante monter en moi. « Vous n'avez aucun droit de nous espionner, » lançai-je, arrachant les photos de ses mains. « Vous voulez nous faire chanter ? Ça ne marchera pas. » Antoine haussa les épaules, imperturbable. « Oh, Camille, ce n'est pas du chantage. C'est une proposition. Vous disparaissez, tous les deux, et je garde la maison. Sinon, ces photos iront à Lefebvre et au-delà. » La menace était claire. Il voulait nous détruire, non seulement financièrement, mais aussi socialement. À Avignon, où les ragots se propageaient comme une traînée de poudre, ces photos pourraient ruiner la réputation d'Étienne et la mienne par la même occasion. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était l'idée qu'Antoine puisse briser l'esprit d'Étienne, déjà si fragile. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura Étienne, sa voix tremblante. « Cette maison, c'est tout ce que j'ai. » Antoine le coupa, son ton glacial. « Tu as choisi de me défier, Étienne. Maintenant, assume les conséquences. » Je pris une profonde inspiration, cherchant à garder mon calme. « Vous voulez la maison ? » dis-je. « Alors, jouons selon vos règles. Mais nous avons des preuves contre vous, Antoine. Et elles valent plus que vos photos. » Je bluffais à moitié,
mais je savais que l'enregistrement et les documents que nous avions trouvés étaient suffisants pour le faire reculer. Antoine plissa les yeux, évaluant ma détermination. Puis, à ma surprise, il éclata de rire. « Tu es courageuse, Camille. Je l'admets. Mais courageuse ou pas, vous ne gagnez pas contre moi. » Il se leva, nous laissant seuls avec les photos éparpillées sur la table. Cette nuit-là, Étienne et moi restâmes éveillés, planifiant notre prochain coup. Nous décidâmes de rendre les photos publiques nous-mêmes, pour couper l'herbe sous le pied d'Antoine. Si nous assumions notre amour, il perdrait son pouvoir de chantage. Mais cela signifiait aussi exposer nos cœurs au monde, un risque que nous n'étions pas sûrs de pouvoir prendre. Le lendemain, nous rencontrâmes Maître Dubois, qui nous conseilla de contacter un journaliste local, quelqu'un de confiance qui pourrait raconter notre histoire sans la déformer. Nous choisîmes Claire, une amie d'université qui travaillait pour un journal régional. Elle écouta notre récit, horrifiée par les agissements d'Antoine. « Je peux publier un article, dit-elle. Mais êtes-vous prêt à ce que tout le monde sache ?» Étienne me regarda, ses yeux pleins de peur mais aussi d'espoir. « Je suis prêt, dit-il, prenant ma main. Si ça veut dire être libre avec toi. » Mon cœur s'envola, et pour la première fois, je sentis que nous avions une chance. Mais alors que nous quittions le bureau de Claire, un message d'Antoine arriva sur le téléphone d'Étienne. « Vous pensez que c'est fini ? Rendez-vous ce soir. J'ai une dernière surprise. » La peur revint, plus forte que jamais. Antoine avait un plan, et nous devions être prêts à tout. Le soir venu, la maison d'Antoine semblait plus sinistre que jamais. Les volets fermés, les lumières tamisées, tout suggérait un piège. Étienne et moi entrâmes, main dans la main, nos cœurs battant à l'unisson. Antoine nous attendait dans le salon, un sourire énigmatique aux lèvres. À ses côtés se tenait Lefebvre, son regard perçant fixé sur nous. « Vous êtes venus, » dit Antoine, presque surpris. « Je pensais que vous auriez fui. » Étienne resserra sa prise sur ma main. « On ne fuit pas, » répondit-il, sa voix claire. « On est là pour mettre fin à tout ça. » Antoine ricana, mais Lefebvre leva une main pour le faire taire. « Assez de jeu, » dit-il. « Vous avez causé assez de problèmes. Mais je suis un homme raisonnable. Abandonnez vos petites preuves, et je m'assure que vous gardez la maison. » L'offre était tentante, mais je voyais dans les yeux d'Étienne qu'il n'y croyait pas. « Moi non plus. Vous ne nous achèterez pas, » dis-je, ma voix tremblante de rage. « Nous avons tout donné à un journaliste. L'article sort demain. » Le visage d'Antoine se décomposa, mais Lefebvre resta impassible. « Intéressant, » murmura-t-il. « Mais vous oubliez une chose, le pouvoir. » Il sortit son téléphone, montrant un message envoyé à un contact inconnu. « Un mot de moi, et votre article ne verra jamais le jour. » La panique me serra la gorge, mais Étienne prit la parole, sa voix plus forte que jamais. « Vous pouvez menacer, manipuler, mais vous ne pouvez pas nous briser. Camille et moi, nous sommes ensemble, et ça, vous ne pouvez pas nous le prendre. » Ces mots, si simples, si vrais, firent taire la pièce. Même Lefebvre sembla déstabilisé. Antoine, lui, explosa. « Vous pensez que votre petit amour va tout résoudre ?» cria-t-il, jetant son verre contre le mur. Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit, et Maître Dubois entra, accompagné de 2 officiers de police. « Antoine Fournier, » dit l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion et manipulation. » Les menottes claquèrent sur ses poignets, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Lefebvre, sans un mot, quitta la pièce, son empire menacé. L'article de Claire parut le lendemain, révélant tout, les dettes d'Antoine, ses manipulations et notre combat pour la liberté. La ville entière parlait de nous, certains avec admiration, d'autres avec jugement. Mais peu importait. Étienne et moi avions gagné. Quelques semaines plus tard, la maison fut sauvée grâce à une collecte organisée par des amis et des artistes locaux, touchés par notre histoire. Étienne décida de la transformer en atelier d'art communautaire, un lieu où les jeunes talents pourraient créer sans peur. Et moi, je restais à ses côtés, non plus seulement comme ami, mais comme partenaire. Un soir, sous les étoiles d'Avignon, Étienne me prit dans ses bras.
Je dormais chez toi, dans cette maison, murmura-t-il, mais c'est toi qui m'as réveillé. Je l'embrassai, sentant que, malgré tout, nous avions trouvé notre place dans ce monde. Et ainsi, dans l'ombre des épreuves, notre amour s'épanouit, prouvant que même les plans les plus sombres ne pouvaient éteindre la lumière d'un cœur déterminé.